Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Et vous allez voir, autant la première, je la considère comme très triste, la deuxième, plutôt très glauque. Donc on a deux choses un petit peu différentes. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, c'est deux histoires que j'ai apprécié lire. J'espère que je vais réussir à vous les raconter comme il faut. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas Fou du Bus qui m'accompagne pour faire l'intro de la vidéo, parce que regardez où il est, ce gros sac. Il est sur le canapé derrière, en train de taper sa meilleure sieste. Donc pour aujourd'hui, il faudra se contenter de le voir dans le décor. Je vous rappelle, si vous avez vécu une histoire et que vous voulez venir la raconter sur la chaîne, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. Peut-être que je passerai dans votre ville et qu'on pourra se rencontrer, que vous pourrez raconter votre histoire à la caméra et que les gens pourront en prendre connaissance. Rejoignez-moi également sur Instagram, posez-vous tranquille, sur votre fauteuil, dans votre bain, dans votre lit, prenez une petite boisson, un petit quelque chose à manger, une gourmandise ou même un steak frites, et on est parti pour la première histoire du jour. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Hugo. Alors, à l'époque des faits, notre ami Hugo a 24 ans. Il nous raconte que dans sa vie, globalement, il y a tout qui va pour le mieux. La santé est à son prime, niveau études, c'est parfait. Il est à peu près à la moitié de sa licence, donc il n'a pas tout à fait fini, mais il est sur le bon chemin. Niveau financier, c'est pas le top, parce que voilà, il est en études, c'est pas Jeff Bezos, mais globalement, il arrive de temps en temps à se faire des petites sorties, même un resto par mois. Et d'un point de vue social, tout va pour le mieux aussi. D'ailleurs, il a un meilleur ami, et avec ce meilleur ami, ils se connaissent depuis l'éternité. Ils ont tout simplement grandi ensemble, ça fait depuis leurs 2-3 ans qu'ils se connaissent. Leurs familles sont également très proches l'une de l'autre, donc j'ai envie de dire c'est comme des frères. Et son meilleur pote, eh bien c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est super sympa, très poli avec les gens. Et un détail que je trouve formidable, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'embrouille en à peu près 20 ans. C'est tout simplement incroyable, tant mieux j'ai envie de dire. Les soirées qu'ils font, les sorties, les restos, etc., c'est presque toujours ensemble. Parfois il y a d'autres amis qui viennent les rejoindre, donc ils font des sorties tous ensemble. Mais on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si un est à quelque part, l'autre il sera forcément. Un jour, un petit peu avant l'histoire, il nous raconte qu'il termine sa première année de licence. Bon, vous connaissez probablement ce que c'est une licence, vous savez que ça demande beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie à mettre, c'est aussi beaucoup de doutes. Et tout ça, plus les émotions, plus les machins qui sont mélangés, forcément, quand vous arrivez aux vacances d'été, vous avez juste envie de souffler. Eh bien, c'est exactement ce que notre ami Hugo va faire. Il décide, avec son pote un jour, de partir en vacances. Il a économisé pendant plusieurs mois, il a un petit peu de sous pour se faire plaisir, autant en profiter. Et bien évidemment, ils vont partir les deux. Ils vont partir au soleil, histoire de faire un petit peu la fête, de s'amuser, de décompresser, histoire de commencer l'année sur de bonnes bases. Un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Hugo et son pote, ils sont carrément dans la même classe, ils font les mêmes études, et ça, franchement, je trouve ça trop cool. Bonne nouvelle, les deux amis réussissent leurs examens, ils peuvent partir en vacances la tête légère, et une fois arrivés sur place, c'est le paradis. Ils font la fête, ils vont au soleil, ils vont à la piscine, à la plage, ils se font des petits restos, donc c'est incroyable. Malheureusement, au bout d'une semaine, il est déjà l'heure de rentrer, de reprendre la vraie vie. Mais ça tombe bien, il y a encore quelques semaines de vacances. Bon, pendant ces fameuses semaines, il nous raconte que les deux, un petit peu de façon naturelle, même sans avoir discuté auparavant, eh bien, ils décident de, pas s'éloigner, mais de prendre du temps pour eux, parce qu'ils savent que dès la rentrée, ils vont se voir tous les jours, ils vont s'écrire tous les jours, et que tout va redevenir comme avant. Donc, pendant plusieurs semaines, les deux ne se donnent pas trop de nouvelles. Ils s'écrivent de temps en temps, mais pas tous les jours. Malheureusement, on sait comment se passent les vacances, surtout lorsqu'on est en études, ça passe beaucoup trop vite, et mes amis arrivent déjà l'heure de la rentrée. Les deux se retrouvent à l'université, ils discutent de ces fameuses semaines où ils ne se sont pas donné de nouvelles, ou du moins beaucoup moins qu'avant, et c'est comme si de rien n'était. Bon, pour le premier cours de la journée, et surtout de l'année scolaire, les deux se mettent assis à côté et surtout, ils essayent d'écouter le prof. Sauf que, ils ont beaucoup de choses à se raconter. Parfois, ça arrive au prof de les reprendre. Et en vous racontant ça, mes amis, ça me fait penser à une scène de la BD. C'est la première page de la BD qui sort en octobre. En exclusivité pour vous, je l'affiche maintenant sur la vidéo. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter la BD? Bien évidemment. On est à la 26e page avec l'illustrateur. Et pour moi, la 25e, c'est la plus belle de toutes. Non pas parce qu'il y a un tableau de mécha déguisé. Enfin bref, je vous spoil pas, vous allez voir, c'est incroyable. Mais revenons à nos moutons. Pendant la journée, ils suivent tous les cours. À midi, ils vont manger ensemble, ils discutent beaucoup. Et arrivé 17h30, la sonnerie de l'université retentit, il est donc l'heure de rentrer à la maison. Ils sortent à l'arrêt habituel et ils continuent le chemin à pied. Arrivés devant la maison du pote d'Hugo, ils se disent au revoir, à demain pour de nouvelles aventures. Hugo continue quelques minutes à pied pour rentrer chez lui. Une fois arrivé à la maison, il monte à l'étage, dans sa chambre, il se pose sur son lit et là, il mène sa petite vie. Vers 21h, il écrit à son meilleur pote pour lui dire « Bah écoute mec, il faut qu'on finisse ce truc parce que sinon, on va jamais s'en sortir ». En gros, il parle d'un devoir qu'ils doivent rendre le lendemain
et oui, on est le premier jour d'université, ça loupe pas. Les devoirs, ça va très vite, et si vous prenez du retard, c'est mort. Donc Hugo, il prend les devants. Son pote lui répond oui, j'ai fini, j'ai fait ça directement en rentrant, fais ta partie, on met ensemble, et c'est terminé. Hugo travaille quelques minutes, il lui écrit c'est bon, j'ai fini, et sa mère l'appelle pour venir manger. Hugo, son père et sa mère prennent le repas dans la salle à manger, tout se passe pour le mieux, et à la fin de celui-ci, notre ami remonte dans sa chambre. Là, il écrit un dernier message à son pote, il lui dit « On se retrouve demain devant l'université comme d'habitude ?» Et son pote lui répond un simple « Oui » à demain. Hugo fait sa petite routine de la nuit, il se brosse les dents, il va au lit, et il finit par s'endormir. Le lendemain matin, Hugo se réveille, il prend son petit déjeuner, il part en direction de l'université, et là, il attend comme convenu devant le bâtiment. Bon, 5 minutes, personne n'est là, 10 minutes. Toujours personne. Au bout de 20 minutes à attendre, il se dit bon, si je continue à attendre mon pote, je vais arriver en retard. Donc, je vais déjà m'installer dans la salle et logiquement, il va me rejoindre. Entre-temps, il lui a écrit un message, mec, t'es où? Mais malheureusement, pas de réponse. À tous les coups, ce gland, il a pas entendu le réveil, donc peut-être qu'il sera en retard, ou peut-être même qu'il a pas envie de venir. Qui sait? Notre ami s'installe dans la classe, le cours démarre et 10 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent et il n'y a toujours aucune trace de son pote. Ni sa présence dans la salle, ni même une réponse à son message. Bon, Hugo, il est pas dupe. Dans sa tête, il s'est déjà fait à l'idée que la matinée, il va probablement la passer seul et que son pote risque d'arriver à midi avec la tête dans le cul parce qu'il vient de se lever et qu'ils vont pouvoir suivre les cours de l'après-midi ensemble. Sauf que, mes amis, arrivés à la pause de midi, toujours rien. Il essaye de l'appeler et il lui renvoie un message, il lui écrit sur les réseaux sociaux, rien. Là, ça commence à faire bizarre, parce que même si quelqu'un s'endort et qu'il ne se réveille pas le matin, je sais pas, vers midi, midi et demi, normalement, on peut imaginer qu'au moins il a ouvert les yeux une fois. Et là, ça a pas l'air d'être le cas. Bon, c'est bizarre. Il essaye de pas se prendre trop la tête avec ça, il va acheter un petit sandwich, il le mange tout seul et il nous raconte même que ça lui fait bizarre, parce que chaque jour de sa licence, il l'a passé avec son pote, ils mangeaient tous les jours ensemble. Là, c'est un peu la première fois qu'il se retrouve tout seul face à lui-même. Mais bon, tout va bien, et à 13h30, les cours reprennent. À nouveau, son pote n'est toujours pas là, aucune réponse, et il passe tout l'après-midi comme ça. À la fin de la journée, il nous raconte qu'il sort de l'université, il attend le bus, de nouveau, ça lui fait bizarre d'être tout seul, et surtout, il commence un petit peu à avoir une boule au ventre parce que, il n'a pas de nouvelles de son pote. C'est bizarre, il a un mauvais pressentiment, mais il se prend pas trop la tête non plus. Peut-être que son téléphone ne fonctionne plus, peut-être qu'il n'a plus d'abonnement, peut-être qu'il n'a plus de réseau, ou peut-être même qu'une météorite est tombée pile sur son téléphone. Il rentre donc à la maison, il se pose, il va dans sa chambre, il a un peu la tête ailleurs, et à un moment, il commence à travailler. Au bout de quelques minutes, il écrit un message à son pote, et il lui dit gros, je ne sais pas pourquoi tu réponds pas, sache que pour demain, il faut faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, on a vu ça, ça, ça. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Hugo est un pote en or ? J'en ai bien l'impression. Pendant 1 heure, il travaille, après sa mère l'appelle à nouveau pour aller manger, il prend le repas avec sa famille, mais il est un petit peu moins bavard. Évidemment, ses parents le remarquent, ils lui disent « Hugo, t'es sûr que ça va ?» Et là, il se confesse. Il dit aujourd'hui, mon pote n'était pas là, vous savez qu'on passe tous les jours ensemble, vous le connaissez très bien, c'est comme s'il faisait partie de la famille. Et là, c'est la première fois que je n'ai pas de nouvelles. Bon, ça fait que quelques heures, on va arriver gentiment à 1 jour sans nouvelles. Si demain, vraiment, je n'ai rien... Là, je m'inquiéterai, puis peut-être que je contacterai sa famille pour savoir ce qu'il en est. Ses parents lui disent que c'est un bon raisonnement, que c'est une bonne idée. Ils lui disent, si t'as besoin de notre aide, on t'aide avec plaisir. Ils prennent le repas, et ensuite, Hugo remonte dans sa chambre. Là, il va se passer quelque chose de très bizarre, et de très inquiétant, si je peux dire. C'est que Hugo, après le repas, comme à son habitude, il se pose dans son lit, il écoute un petit peu de musique, il regarde 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, lorsqu'à un moment, il reçoit un appel. Cet appel... il provient pas de n'importe qui, et surtout il provient de quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de l'appeler. C'est tout simplement le frère de son meilleur pote. Bon, pourquoi est-ce qu'il l'appelle ? On ne sait pas, mais en voyant le nom sur le téléphone, Hugo, il a encore un petit peu plus la boule au ventre, parce qu'il se dit, si le frère de mon meilleur pote m'appelle en sachant que mon meilleur pote ne m'a pas donné de nouvelles toute la journée, je sais pas, peut-être que c'est mauvais signe, peut-être que c'est pour me donner une mauvaise nouvelle. J'espère pas. Il décroche, il répond et il écoute ce qu'il lui dit. Là, c'est effectivement le frère de son meilleur pote qui lui dit « Hugo, est-ce que aujourd'hui t'as eu des nouvelles de mon frère ?» Parce que, il est presque 22h, il n'est toujours pas rentré à la maison, c'est très inhabituel. Et le peu de fois où ça arrive, il nous écrit toujours un message en amont pour nous dire « Ne m'attendez pas pour manger, je rentre à telle ou telle heure. » Mais là, on n'a ni présence physique, ni nouvelles par message. Donc, est-ce que t'en sais un peu plus ? Est-ce qu'il est parti de l'université comme toi ? Et c'est là que Hugo lui dit « Mais... en fait, il n'est jamais venu à l'université. Ce matin, il n'était pas là, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui envoyer des messages. À midi, toujours pas, j'avais bon espoir qu'il se réveille à midi comme un sac et qu'il vienne manger avec moi. Pas du tout. Et l'après-midi, pareil. Donc,
en fait, je n'ai même pas vu de la journée. Là, son frère lui dit, mais c'est très bizarre ce que tu me dis, parce que ce matin, il est parti de la maison avec son sac et ses affaires et il nous a dit que il allait à l'université comme d'habitude. Et Hugo lui redit, non mais je te promets sur ce que j'ai de plus cher, il n'est jamais arrivé à l'université. Là, quand Hugo lui dit ça et que le frère de son meilleur pote dit ce qu'il sait, les deux commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose sur le chemin? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il a dit, je refais une nouvelle vie à l'autre bout du monde? On ne sait pas. Et le problème, c'est qu'il va falloir connaître la vérité. Il va falloir mener des recherches pour le retrouver. Parce que, généralement, dans ce genre de cas, le temps est compté. Bon, là, c'est une période très délicate qui commence autant pour Hugo que pour la famille de son pote. Parce que on est sans nouvelles d'un proche, on ne sait pas où il est, ce qui lui est arrivé, ni même s'il est encore en vie. Probablement que oui, mais on ne peut pas le certifier à 100%. Et ça, j'ose imaginer que c'est angoissant à souhait. Bon, la première chose que les deux font, donc Hugo et le frère de son meilleur ami, c'est qu'ils vont sur les réseaux sociaux et qu'ils publient une photo de son frère et du coup du meilleur pote de Hugo en disant « Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui ? Il n'est pas rentré à la maison. » Donc, ils publient en gros des avis de recherche. Là, pas de réponse, hormis une, qui dit « Oui, moi je le connais bien, je l'ai vu à tel et tel endroit ce matin. » Quand Hugo lit ça, il se dit « C'est normal, c'est le chemin qu'il emprunte pour aller à l'université. » Donc, au moins on a une piste, il est vraiment allé en direction de l'université. Il n'y est pas arrivé, mais au moins il avait l'intention d'y aller. Peut-être. En attendant, la famille du pote a averti la police, histoire que un avis de recherche soit diffusé de façon un petit peu plus large. Et là, malheureusement, la pire période arrive, l'attente. Il faut simplement attendre qu'on retrouve son pote, si possible en vie, mais malheureusement, on ne peut rien faire d'autre. Bon, inutile de vous préciser que la soirée va être très longue pour Hugo, parce que les minutes, à la base, elles passent rapidement. Là, on dirait que c'est 3 heures. Et arrivé 3 heures du matin, il faut quand même aller se coucher. Demain, il y a école, il faut aller suivre les cours. Et vu qu'on est au début de l'année, on peut pas se permettre de prendre du retard. Hugo essaye un petit peu de faire abstraction de tout ça, même s'il a beaucoup de mal à le faire, ce qui est logique. Il va se coucher et là, il n'arrive pas à dormir du tout. C'est seulement, mes amis, écoutez-moi bien, à 4h30 qu'il s'endort, sachant que le réveil est à 6h. Donc, n'étant pas très bon en mathématiques, ça fait à peu près 1h30 de sommeil. C'est pas ouf. Et le lendemain, il a pas le choix. Il doit se réveiller, aller à l'université, suivre les cours, et bien évidemment, son pote n'est toujours pas là. Pendant toute la journée, notre ami Hugo a son téléphone devant lui, il essaye d'écouter d'une oreille le cours et de l'autre d'entendre s'il ne reçoit pas une notification. Un petit peu comme quand vous vous embrouillez avec quelqu'un, que ce soit votre mec, votre meuf ou peu importe, vous laissez votre téléphone sur le coin et vous regardez comme ça discrètement si vous recevez pas une notification. En gros, vous l'attendez toute la journée, et bien là, c'est pareil avec Hugo, sauf que c'est pour savoir si son pote est encore en vie ou pas. Donc, un petit peu différent. Mes amis, c'est à 10h17 du matin que notre ami voit une notification sur son téléphone. Il vient à ce moment-là de rentrer de la pause, donc il venait de prendre 15 minutes de pause et le cours recommence. Et cette notification, c'est un message du frère de son meilleur pote. Il déverrouille l'écran, il regarde ce qui est écrit, et là, il voit que le frère de son meilleur pote lui dit « Hugo, est-ce qu'après les cours, tu peux passer à la maison s'il te plaît ?» Alors là, Hugo, il se chie littéralement dessus. C'est un petit peu comme quand votre meuf vous dit « Il faut qu'on parle ». C'est mort. C'est fini pour vous. Vous savez qu'il y a une entourloupe là derrière. Et là, il a un peu le même ressenti. Ce qu'il fait, et personnellement j'aurais fait pareil, c'est qu'il ne suit même plus le reste du cours, il se barre au beau milieu et il se rend direct chez son pote pour voir ce qui se passe. En arrivant devant la maison, les choses vont encore empirer parce qu'il y a 2 voitures de flics et c'est que généralement c'est mauvais signe. Il rentre à l'intérieur sans même sonner, il cherche le frère et il lui dit qu'est-ce qui se passe. Là, le frère prend Hugo à part et Hugo il voit bien que il est pas dans un état normal, il est très triste, il a les yeux rouges très fluo, donc sous-entendu que le frère vient de pleurer. Et là, le frère dit à Hugo, écoute, ce que je vais te dire, c'est absolument abominable, c'est absolument terrible, personne ne devrait entendre ça de sa vie. Mais malheureusement, ils ont retrouvé mon frère et ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, il n'est plus de ce monde. Quand il entend ça, Hugo, il n'est pas très sûr de ce qu'il vient d'entendre, il pense qu'il a eu un bug ou je ne sais quoi. Il lui dit, attends, tu peux répéter ? Et là, le frère lui dit, écoute, ils ont retrouvé mon frère ce matin. Malheureusement, il est inanimé, il n'est plus en vie. Ils l'ont retrouvé dans une zone très reculée. Et alors, il n'y a pas encore eu d'enquête, il n'y a pas encore eu d'analyse, etc. C'est vraiment à chaud. Mais il pense que personne ne serait impliqué à part lui-même. Je vais t'épargner les détails, mais en gros, c'est mon frère qui a décidé d'en finir. Et lorsque Hugo entend ça, il s'effondre au sol. En quelques heures à peine, 12 heures, 24 heures, on peut dire, il vient de perdre, pas l'élément central de sa vie, mais quelqu'un qu'il considère et qu'il considérait comme son frère. Il est presque né avec lui, il se voyait donc logiquement mourir avec lui,
Sauf que là, tout s'est arrêté subitement, les deux chemins ont pris des directions absolument radicalement opposées, et c'est un véritable coup de massue. La vie de Hugo vient de s'arrêter en quelques secondes, et il lui faut du temps pour traiter l'information dans son cerveau et vraiment capter ce qu'il vient d'entendre. Maintenant, il y a une nouvelle étape dans toute cette histoire, c'est l'enquête. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il avait des motivations? Parce que quand vous en arrivez à ce niveau, probablement qu'il y a un gros mal-être à quelque part, ou que il y a une raison, vous faites pas ça comme ça sur un coup de tête. Et tout ça, il faut savoir de quoi il s'agit. Et c'est là, mes amis, alors bon, déjà cette partie de l'histoire, elle est très glauque, alors c'est de l'horreur, mais pas comme on la connaît. Mais c'est à partir de ce moment-là que la véritable histoire d'horreur va commencer. Bon, évidemment, les policiers, ils mènent l'enquête. Plusieurs fois, ils se rendent au domicile de la victime pour voir, dans sa chambre, fouiller, voir s'il n'a pas laissé un mot ou quelque chose. Ils fouillent ses réseaux sociaux, son ordinateur, ses connexions, etc. pour voir s'il n'y a pas un mini détail qui pourrait les mettre sur une piste. Et à un moment, ils tombent sur un élément qui peut les aider. Cet élément, en fait, c'est un mail qui a été retrouvé dans sa boîte personnelle, donc c'est lui qui l'a écrit, et il l'a envoyé à une association de psychologues. Dans ce mail très détaillé, en fait, on apprend toute la vérité, tout ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable, et vous allez voir, l'histoire, elle est extrêmement glauque. En fait, le pote de Hugo explique à travers ce mail que il y a quelques semaines, il s'est inscrit sur une application de rencontre et que très vite, il croulait sous les demandes. Vraiment, c'était le beau gosse ultime, tout le monde le voulait, et que, à un moment, il y a un gars qui l'a contacté. Ce gars, il l'a contacté à travers une application de rencontre pour lui proposer de faire du business ensemble, et à travers ce business, en gros, il lui promettait de lui rapporter beaucoup d'argent. À la suite de ces quelques phrases, il explique aussi que ce business, en réalité, ce n'était pas un business, c'était une véritable arnaque et qu'il a perdu la somme de 15 000 € qu'il a investi. Sauf que ces 15 000 €, en réalité, il les a pas trouvés comme ça dans la nature, il les a empruntés à plusieurs personnes. Forcément, il n'a pas pu rendre l'argent à ces personnes. Il y en a 2 ou 3 qui se sont fâchés et elles ont commencé à le menacer. Sauf que apparemment, c'est pas ça l'élément déclencheur, c'est que c'est le mec qui l'a contacté pour le business qui a commencé à lui faire des menaces dans la vraie vie. Se rendre devant chez lui et l'intimider, donc en lui envoyant un message, en lui envoyant une photo de la maison là où il habite, l'attendre à la sortie du centre commercial lorsqu'il allait faire ses courses, l'harceler d'appels, lui envoyer des photos depuis en bas dans le jardin en voyant sa chambre, des choses comme ça qui vous rendent la vie absolument terrifiante. La dernière partie de son mail, c'est une partie très poignante apparemment, c'est là où il explique ce qui malheureusement l'a poussé à commettre ça. Il dit qu'il a reçu plusieurs photos des membres de sa famille, que ce soit au travail, à la maison, dans la cuisine, au supermarché, au parc, peu importe où, et qu'à chaque fois il était écrit sur ces photos « Si tu continues de nous faire perdre de l'argent, je les bute ». Visiblement, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. En fait, c'est pas que ça. Ça a été un surplus de tout, à la fois de devoir de l'argent à beaucoup de personnes sans même être capable de les rembourser, les menaces de ce mec qui s'en prennent non seulement à lui mais surtout à sa famille, le sentiment de s'être fait piéger par un parfait inconnu. Malheureusement, tout ça réuni, c'était beaucoup trop pour lui et il a commis l'irréparable. Alors, je fais une pause dans la vidéo parce que pour moi c'est important ce genre de sujet. Sachez mes amis que vous ne serez jamais seul. Même si vous n'avez plus d'amis, si vous n'avez plus de famille, si vous n'avez plus personne proche de vous, il y aura toujours des gens sur qui vous pourrez compter et ces gens, ce sont les professionnels. Je sais que ça peut faire peur de parler d'un sujet comme ça parce que peut-être qu'on en a honte ou peut-être qu'on a peur des représailles ou je ne sais quoi. Et ce que je vous dis, c'est vrai parce que moi-même j'ai vécu ça indirectement. Quand j'étais très jeune, on avait 14-15 ans. Dès les premiers jours de l'école, en fait, j'ai perdu un ami. Et cet ami, c'est aussi lui-même, seul, qui a pris la décision. Et il s'avérait, alors je sais, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire parce que c'était un ami un petit peu éloigné, c'était plutôt une connaissance. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des histoires d'harcèlement, etc. Et visiblement, il n'en avait pas parlé. Donc pour moi, c'est important de vous rappeler aussi que sachez que vous ne serez jamais seul. Même si votre famille n'est plus là, si vos amis vous tournent le dos, si les gens les plus proches vous tournent le dos, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vous écouteront, ce sont les professionnels. Peu importe, trouvez des cabinets, trouvez des associations, trouvez des médecins, des spécialistes. Mais s'il vous plaît, je vous regarde droit dans les yeux, je vous demande, ne restez pas seul avec vos pensées, trouvez de l'aide. Et vous allez voir que déjà, le fait de se dire j'ai besoin d'aide et j'ose demander de l'aide, c'est un courage que je pense 0,001% de la population a. Donc vous êtes bien plus courageux que l'ensemble de la population réunie pour oser demander de l'aide. Donc s'il vous plaît, faites-le. Un professionnel ne vous jugera jamais, il ne vous dira jamais t'es une merde, t'as fait de la merde ou je ne sais quoi. Le but, c'est de vous aider, de vous donner des réponses, de vous donner des solutions et surtout de vous soigner. Donc si vous traversez une mauvaise période et que vous n'avez pas envie de vous faire aider, faites-le pour moi, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Dites-vous que Melvin, il m'a dit
va voir un professionnel. Et si vous voulez pas le faire pour vous, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Voilà, parenthèse fermée, inutile de me dire dans les commentaires que ça sort de l'histoire, etc. Parce que pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Et je continuerai de le dire encore et encore sur la chaîne. Malheureusement, on n'en a pas fini avec notre histoire. Pourquoi? Parce que, mes amis, plusieurs jours, plusieurs semaines après tout ça, c'est là que les choses vont commencer un petit peu à déraper. Un jour, Hugo est dans sa chambre, il est tranquillement dans son lit, il écoute de la musique pour essayer de penser à autre chose, parce qu'évidemment, le moindre cahier d'école, le moindre truc sur l'ordinateur qu'il voit, ça lui fait penser à son pote. Donc, son seul échappatoire, c'est d'être dans son lit, avec de la musique, regarder le plafond, lorsque soudain, il reçoit une putain de notification. Pourquoi est-ce que j'utilise un gros mot avant notification? Parce que cette notification, elle provient pas d'un compte au hasard, elle provient du compte Instagram de son meilleur pote, qui est malheureusement parti. Cette notification, elle dit que son meilleur pote vient de liker un message dans la conversation. En voyant ça, Hugo, il a deux doigts de faire une syncope, il déverrouille son téléphone, il s'empresse d'aller voir, et malheureusement, il ne voit pas le message qui a été liké. Donc, est-ce qu'il y a eu un like et qu'il a été enlevé, ou est-ce que c'est le système qui vient de bug? On sait pas, mais c'est quand même assez gros. Là, Hugo est en full panique, il descend voir ses parents, il leur explique ce qu'il vient de voir, et eux, logiquement, n'ont pas de réponse. Bon, pour cette fois, il met ça sur le compte d'un bug. Ça veut dire que il se dit que c'est le système qui a complètement bugué, qui a envoyé une mauvaise notification. Et il essaye de reprendre sa vie comme si de rien n'était. C'est une semaine plus tard, mes amis, que tout va basculer. Parce que notre ami Hugo est à l'université. Il finit les cours vers 18h30, 19h, donc assez tard. À l'extérieur, il fait nuit noire. Il attend le bus à l'arrêt, comme d'habitude. Il monte à l'intérieur de celui-ci. Et quelques minutes plus tard, alors que le bus est en trajet, eh bien, il reçoit à nouveau une notification sur Instagram, et cette fois-ci, ce n'est pas un bug, parce que sinon ce serait une coïncidence de fou. C'est son meilleur pote, qui malheureusement n'est plus là, qui lui a envoyé une photo. Donc c'est écrit, votre ami vous a envoyé une photo. Donc là, Hugo, il se dit, à moins que mon meilleur pote soit en train de se foutre de ma gueule avec Tonton Johnny et Tupac à côté et Michael Jackson, et qu'il m'envoie des photos d'eux en train de faire du beer pong, je sais pas comment c'est possible. Il hésite 2 minutes avant d'ouvrir la photo, parce qu'il est en train de trembler. Il ouvre cette fameuse photo, et quelle fut sa surprise lorsqu'il voit que ce n'est pas Tupac et son pote, c'est lui-même, donc Hugo, qui attend le bus 3 minutes auparavant. Là, il est en sueur, c'est limite s'il se met à pleurer tellement il ne sait pas comment réagir face à ça, parce qu'il comprend vite qu'il y a un malade mental qui se fait passer pour son pote, qui lui envoie des photos de lui, donc un stalker, et peut-être, enfin très probablement, que ce mec, il est lié à la disparition de son meilleur pote. Là, très vite, il rentre chez lui, il court dans la cuisine, il montre à ses parents ce qu'il vient de voir, il lance tout, vraiment son sac. Il en a rien à foutre, il monte le téléphone à son père, et là, il prend la bonne décision, c'est d'appeler les flics. Il leur dit, bah écoutez, j'ai des informations qui, je pense, peuvent vous être utiles. Et là, les policiers ne prennent pas ça à la rigolade. L'enquête avance drastiquement, et elle va durer encore 1 semaine et demie. Mais pendant 1 semaine et demie, ils vont absolument tout traquer, et ils vont pouvoir remonter jusqu'à un individu. Cet individu, comment est-ce qu'ils ont pu le remonter? C'est tout simplement grâce à ses multiples connexions. Grâce aux différentes adresses IP, ils ont pu faire une sorte de triangle qui l'a mené pile au mec qui a fait ça. Enfin, un des suspects. Et on a pu démontrer par A plus B, enfin quand je vous dis A plus B, ça a l'air très simple, mais en réalité, il y a une enquête absolument gigantesque. Eh bien, que c'est lui qui, non seulement est le mec qui a proposé ce business juteux à son meilleur pote, et que c'est lui qui a pris en photo notre ami Hugo. Ce gars, il s'avère que c'est un dégénéré, mais quand je vous dis dégénéré, c'est que c'est un fou furieux, donc il a déjà poussé quelqu'un à l'irréparable, et là, il voulait probablement, j'imagine, faire pareil avec notre ami Hugo. En plus, on est sûr et certain que c'est lui, parce que dans la ville, il y a des caméras de surveillance. On l'a vu passer dans une rue, pas très loin de l'université, à telle heure, là où notre ami a reçu la photo, donc il y a quand même beaucoup de choses qui coïncident. Évidemment, ce gars a été jugé, alors je ne sais pas de quoi il a écopé, mais j'imagine, enfin, j'ose espérer que il ne reverra pas la lumière du jour de sitôt. Et vous imaginez à quel point pour Hugo ça doit être compliqué de vivre ça. Non seulement il a perdu son meilleur pote, non seulement il doit se dire peut-être que j'aurais été la prochaine cible, parce que pour moi le mec c'est comme un tueur en série, ça veut dire qu'il veut s'en prendre à plusieurs personnes. Donc imaginez une seule seconde pour Hugo ce que ça fait de devoir vivre tout ça. Aujourd'hui on ne sait malheureusement pas comment il va, on n'a pas de nouvelles. J'ose espérer que ça va, même si je pense qu'on se remet jamais d'une telle histoire. Surtout quand c'est quelqu'un de très proche, que vous considérez comme votre frère, avec qui vous êtes presque né. Je préfère sincèrement ne pas y penser. Je vous rappelle, si vous vivez une situation compliquée, si vous n'êtes pas bien, si vous avez quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, n'hésitez pas à contacter un professionnel, je vais pas vous en donner, c'est pas mon rôle. Et j'ai fait la promotion d'une application qui permet de faire de la consultation, etc. à distance. Je vais pas citer le nom, mais j'ai décidé d'arrêter cette collaboration, parce que vous étiez plusieurs à m'avoir écrit que
Voilà, le concept était un petit peu particulier. Et avec du recul, je suis parfaitement aligné avec ça. C'est vrai que pour moi, ça touche de la santé et faire de la promotion de ça, c'est douteux. Enfin, c'est pas douteux parce que le service en soi, il existe vraiment, ça fonctionne, mais de faire de faire de l'argent sur de la santé, sur tout le mental, moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc pour être 100% transparent avec vous, j'ai décidé d'arrêter le contrat, il y avait encore 4 vidéos de prévues. J'ai tout simplement dit, je ne veux plus faire ça, je sors. Et je vous avoue que je préfère ça plutôt que de faire de la promotion de trucs qui touchent la santé, etc. Donc, c'est à vous, mes amis, de trouver un professionnel si vous en avez besoin. Il y en a plein dans votre ville, dans votre village ou peu importe. Mais s'il vous plaît, vous ne restez pas seul, faites-le pour vous. Et surtout, si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour moi. Voilà, première histoire très tragique. Je vous propose de reprendre une petite boisson, une petite gourmandise, un steak frites ou je ne sais quoi. Et on part pour la deuxième. Bon, mes amis, pour cette deuxième histoire, vous allez voir, elle est un petit peu plus joyeuse. Alors, joyeuse oui et non, ça reste quand même une histoire d'horreur. Mais je dirais un petit peu moins triste, ou du moins, c'est pas la même catégorie. Et cette histoire, elle nous est racontée par Eva. Eva, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle nous raconte qu'elle a 27 ans, qu'elle travaille dans la comptabilité d'une petite entreprise, que c'est pas le métier de ses rêves, et que, au-delà de ne pas être le métier de ses rêves, ça lui casse les couilles. Vraiment, elle en a marre de faire ça. Non seulement le job qu'on lui donne, il est chiant, les gens sont chiants, il crée des problèmes pour absolument rien, et surtout, il y a une activité qu'elle veut faire depuis extrêmement longtemps, c'est un petit peu son rêve, c'est de lancer sa propre entreprise. Un jour, elle nous explique que c'en est trop. Il y a un moment où elle en peut plus, elle va vers sa chef, elle lui dit « Cousine, je me casse, vraiment, je démissionne, le préavis, etc., je respecte, mais voici ma lettre. » Et ça fait que quelques temps plus tard, elle n'a plus de travail. Mais Eva, en parallèle, elle s'est pas tourné les pouces. Elle a monté son activité dans le domaine des ongles. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur, déjà vous voyez la gueule de mes ongles, c'est absolument catastrophique, mais en gros, elle va faire les ongles aux gens. C'est un petit peu réducteur dit comme ça, je suis absolument désolé, mais elle va faire tout plein de nail art, je crois que ça s'appelle comme ça. Des poses de gel, des French manucures, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Peut-être que je m'enfonce, peut-être que... Voilà, je suis désolé si je réduis un petit peu le métier à pas grand-chose, mais alors que je sais que c'est un métier extrêmement compliqué. Enfin, moi dans le sens, vous me faites faire ça, vous repartez, je pense, avec une maladie des ongles. Donc un grand respect à toutes les personnes qui font ça, vous êtes extrêmement méticuleuses parce que moi je serais absolument incapable de le faire. Quand je vois les motifs que vous faites sur Instagram, alors attention, mon feed n'est pas rempli d'ongles, je vous rassure, mais moi je suis époustouflé devant ça, donc un grand bravo. Eh bien ça, en réalité, ça va être le quotidien d'Eva pendant plusieurs années. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut lui souhaiter. Bon, pendant une semaine, elle fait rien. Elle en profite pour, voilà, prendre un petit peu de temps pour elle, pour souffler, pour savoir exactement ce qu'elle veut faire. Et ça commence très vite. Elle a très vite des clients, très vite des personnes très régulières qui viennent faire leurs ongles. Et l'activité marche extrêmement bien au début. C'est un sans faute, c'est absolument parfait. Bravo Eva. Et pendant plusieurs mois, ça tourne. Elle nous raconte qu'à ce moment-là de sa vie, elle vit encore chez ses parents, histoire de pouvoir déjà profiter avec eux. Ça lui permet d'éviter de payer un loyer, même si elle donne un petit peu d'argent à ses parents. Et elle se sent pas vraiment de vivre toute seule pour l'instant, elle a encore envie de profiter. Surtout qu'elle vient de lancer son activité, donc ça lui met une pression en moins. Un fameux jour, sa mère arrive vers elle et elle lui dit écoute Eva, nous on va partir en vacances. Avec ton père, on va se faire 2 semaines à un endroit, vraiment, on va kiffer notre vie. Malheureusement, tu n'es pas convié au voyage, donc démerde-toi. Elle lui dit t'as la maison pour toi toute seule, tu fais ce que tu veux, mais le jour où on rentre, la maison, elle est comme on l'a laissée. Tu fais pas de projet X dedans, tu fais pas de fête à ne plus finir. Tant que ça s'est respecté, c'est bon. Bon, Eva, ça lui fait une belle jambe. C'est pas quelqu'un non plus qui organise des fêtes tous les soirs. Et surtout, elle se dit bon, pendant 2 semaines, je vais être toute seule. Comment est-ce que je vais pouvoir m'occuper? Alors, après mûre réflexion, elle nous explique qu'elle y pense pendant plusieurs jours. Elle prend la décision de non seulement poser 1 semaine de vacances, donc où elle ne fera rien, et de travailler la deuxième comme si de rien n'était. Comme ça, ça lui permet aussi de faire rentrer de l'argent. Bon, trop bien. Elle a au moins 1 semaine où elle peut être en vacances, faire autre chose que des ongles. Sauf que, mes amis, elle apprend quelques jours plus tard que ses potes à elle, malheureusement, elles n'ont pas posé la même semaine. Donc, ce qui veut dire qu'elle sera à peu près la seule en vacances à ce moment-là et qu'elle ne pourra pas forcément compter sur ses copines pour faire des soirées, etc. C'est pas grave, ça lui permettra de se reposer, de souffler un petit peu et de voir autre chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, mes amis? Il y a un moment où, avant de partir en vacances, sa mère, elle discute avec elle. Elle lui dit, voilà, je connais une femme, c'est une bonne amie à moi, on se connaît depuis de nombreuses années. Elle a elle-même une connaissance qui a un enfant en bas âge et elle recherche, attention mes amis, une babysitter. Pourquoi est-ce que j'exagère ce mot? Parce qu'en fait, dans l'autre vidéo, j'ai dit que c'était une babysitteuse ou une babysittrice. J'étais inconscient que ça se disait babysitter. En fait, je le savais inconsciemment, mais voilà, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi, donc voilà. Elle cherche une babysitter. Désolé, messieurs, dames, les puristes du français, je sais qu'on me reprend de temps en temps dans les commentaires, mais Melvin, tu fais des liaisons qui n'ont pas lieu d'être, etc.
Je m'en fous. Je parle comme ça face à la caméra. On n'est pas dans un cours de français. Peut-être que ça peut vous irriter les oreilles de temps en temps. Je suis désolé. Sachez que parler face à une caméra, c'est pas la même chose que parler dans la vraie vie. Il y a un petit peu de stress, il y a un petit truc qui joue. Donc ne vous inquiétez pas, les fautes que je peux faire en vidéo, je ne les fais pas dans la vraie vie. C'est pas impossible qu'une fois en vidéo, je vous lâche un si j'aurais ou si je serais. Chose que je ne ferai absolument jamais dans la vraie vie. Donc désolé si je fais des fautes, mais sachez que c'est pas très utile de me le dire parce qu'en fait, je m'en rends pas compte sur le moment. C'est que après, je me dis, bah merde, en fait, j'ai parlé comme un con. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on contrôle pas face à la caméra. Donc bref, on s'en bat les couilles, il cherche une babysitter. Eva, quand sa mère lui dit ça, ça lui trotte un petit peu dans la tête. Elle se dit, attends, j'ai 2 semaines, enfin j'ai pas 2 semaines, j'ai 1 semaine de vacances, une où je travaille, mais est-ce que pendant ma semaine de vacances, je prends des vacances la journée et je vais garder l'enfant le soir? Ça me fait un petit peu d'argent, ça m'occupe, ça me fait découvrir d'autres choses. Pourquoi pas? Elle y réfléchit pendant 1 ou 2 jours, et à un moment, elle dit à sa mère, est-ce que tu peux me donner le contact de cette dame? Enfin, est-ce que tu peux demander à ta pote qu'elle trouve le contact de cette dame? Et le lendemain, elle l'a. Elle l'appelle, elle leur dit, voilà, bonjour, je m'appelle Eva, j'ai entendu dire, par ma mère qui a une amie qui vous connaît, etc., que vous recherchiez une babysitter. De 1, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et de 2, est-ce que potentiellement je pourrais être la babysitter? Très vite, une petite rencontre s'organise, le feeling passe extrêmement bien entre la famille et Eva, et donc c'est elle qui est choisie pour aller garder l'enfant. La garde, elle est extrêmement précise, ce sera pendant 3 jours pleins, donc lundi, mardi, mercredi. Ça arrange pas forcément Eva, parce que comme je vous l'avais dit, elle voulait faire quelque chose la journée et aller garder l'enfant le soir. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Elle doit le garder la journée, le soir et la nuit, et ce pendant 3 jours. Mais au moins, ça l'occupera, ça lui fera gagner un petit peu d'argent, et c'est tout bénef. Bon, là, elle rencontre le petit enfant qu'elle va garder, tout se passe extrêmement bien, il est adorable, et elle se réjouit de ses vacances pour pouvoir venir le garder. Le jour J, en début d'après-midi, elle se rend dans la maison de la famille pour poser ses affaires, pour prendre ses marques, et surtout pour garder l'enfant. Les parents lui expliquent où sont les différentes choses, où se trouve la chambre de l'enfant, etc. Et il se barre en vacances. Eva prend ses aises, elle installe ses affaires, elle visite un petit peu la maison, et surtout, elle joue avec l'enfant. Mes amis, on en a eu quelques-unes, des histoires de babysitting. Vous allez voir que celle-ci, voilà. Elle joue avec l'enfant, tout se passe extrêmement bien, ils rigolent comme des petits fous. Et arrive l'heure du repas. Elle lui fait à manger, comme les parents lui ont indiqué. Le soir, elle se pose devant la télévision avec lui jusqu'à qu'il s'endorme. Et c'est au bout d'1 heure que l'enfant est KO. Quand je vous dis l'enfant, je sais pas exactement l'âge, c'est pas un bébé, parce que vous allez voir après dans l'histoire, ça peut pas être un bébé, mais je suis incapable de vous dire s'il a 1, 2, 3, 4, 5, 18 ans. Enfin, peut-être pas 18 ans, mais je peux pas vous dire l'âge. On le découvrira dans une certaine mesure après. Au bout d'1 heure, l'enfant est endormi, elle vérifie bien qu'il soit endormi, elle le prend dans ses bras et elle l'amène dans sa propre chambre. Là, elle l'installe confortablement avec ses petites peluches, elle fait en sorte qu'il soit bien. Elle pousse très discrètement la porte, histoire qu'elle soit un tout petit peu fermée, pas qu'il entende toute la télé, etc. Sans pour autant la fermer, parce que si jamais il pleure, qu'elle puisse l'entendre. Et elle retourne dans le salon, continuer sa petite série. Là, on peut à peu près s'imaginer l'âge de l'enfant, c'est qu'il parle un petit peu, c'est pas Molière, mais voilà, il arrive à parler, il arrive à communiquer avec la personne. Détail extrêmement on ne peut plus important, mes amis. Le lendemain, contrairement à l'autre histoire que je vous ai racontée qui concernait du babysitting, Eva, elle se lève très tôt. Vraiment, Eva, elle fait tout à la perfection. Elle habille le petit, elle lui donne à manger, elle joue avec lui, elle discute un petit peu. Enfin, elle discute, on se comprend. Et tout va bien. La journée, elle l'emmène au parc, histoire qu'ils se divertissent. Et la soirée, c'est pareil, tout va bien. Elle se met devant la télévision, elle lui fait à manger, comme d'habitude. Et vers 22 h, elle va le mettre au lit. À nouveau, elle va dans la chambre, elle le met dans son petit lit avec ses peluches. L'enfant est en train de dormir profondément, elle le dépose, elle referme la porte, toujours en laissant un mini espace pour pouvoir l'entendre s'il pleure. Elle se pose sur le canapé et pendant 1 heure, elle regarde sa série. À un moment, elle est concentrée sur un passage de la série lorsque tout à coup, elle entend un bruit. Ce bruit, elle pense savoir d'où il vient, ce serait de la cave. Enfin, de la cave, plutôt du sous-sol, là où il y a la buanderie, la cave, etc. Évidemment, elle flippe de ouf, parce que quand vous êtes seul dans une maison que vous ne connaissez pas, que vous avez un bruit à peu près au milieu de la nuit, enfin pas au milieu de la nuit, mais en plein milieu de la soirée, j'imagine que ça fout les boules. Elle se dit, bon, j'ai rien entendu, on va faire genre que voilà, il n'y a rien eu. Elle continue la série, sauf que 2 minutes plus tard, il y a un nouveau bruit. Cette fois-ci, elle se lève, elle se dit, bon, je suis dans une maison, je dois garder l'enfant, donc c'est ma mission, c'est pour ça qu'on me paye. Je peux pas faire genre qu'il y a rien. Je peux pas jouer avec la sécurité de l'enfant. Je descends à la cave et je vais voir ce qui se passe. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle descend les escaliers qui mènent au sous-sol et là, elle entend un nouveau bruit. Elle se pétrifie sur place, elle est en mode... Qu'est-ce qui se passe? Elle a les yeux écarquillés, vraiment, elle flippe de ouf et elle se rend très vite compte d'où vient le bruit. Ce bruit, mesdames et messieurs, il est provoqué par une fenêtre
qui est mal fermée. Alors c'est une toute petite fenêtre en carré de la buanderie qui, en gros, claque parce qu'il y a du vent à l'extérieur. Le claque, ça fait un bordel pas possible, donc c'est ça qui provoque le bruit. Maintenant, pourquoi est-ce que cette fenêtre n'est pas fermée ? Eh bien probablement que c'est les parents qui ont oublié de la fermer lorsqu'ils ont fait la lessive. Mystère résolu, elle ferme la fenêtre, elle remonte à l'étage, elle se repose devant sa série, et tout va bien. Vers 2h du matin, elle ne tient plus, elle tombe de fatigue, au point où elle s'endort sur le canapé. Donc, elle éteint la télévision, elle va dans le lit des parents, et elle s'endort presque immédiatement. Le lendemain matin, elle a passé une bonne nuit, elle se réveille, elle prend un petit déjeuner, ensuite elle va réveiller l'enfant, elle le nourrit, elle l'habille, etc. Et, à nouveau, elle l'emmène au parc. Cette fois-ci, elle l'emmène dans un endroit différent. L'enfant s'amuse comme un petit fou, il rentre à la maison au bout d'1 heure, et maintenant, ce qu'elle va faire, c'est une activité dessin. Elle se dit, voilà, je vais lui faire dessiner des choses que je lui demande. Ça améliore la créativité, ça fait passer un bon moment, et tout va bien. Première chose qu'elle lui demande, c'est de dessiner une girafe. Bon, l'enfant dessine sa girafe, peut-être mieux que moi, enfin même probablement mieux que moi, parce que pour moi, une girafe, c'est 2 pattes, un long cou, c'est tout. Et deuxième chose qu'elle lui demande de dessiner, c'est le rêve qu'il a fait pendant la nuit. Bon, là, il met un petit peu plus de temps, il gribouille 2-3 trucs, il fait des machins, il lui montre, et Eva lui dit, c'est magnifique, ça représente quoi? Là, l'enfant lui explique avec ses mots, alors, de nouveau, c'est pas un adulte qui peut parler normalement, c'est un enfant qui vient d'apprendre à parler, et Eva, elle comprend en gros que ce dessin, c'est la chambre de l'enfant, avec un espèce de bonhomme au milieu. Au début, pour Eva, c'est logique. Le bonhomme au milieu, c'est l'enfant lui-même. Peut-être qu'il s'est vu quand il sera plus grand, etc. Elle lui demande, mais tu ressembles pas à ça. C'est toi quand tu seras plus grand? Et là, l'enfant lui fait comprendre que non, ce n'est pas lui, c'est son tonton. Bon, pour Eva, il n'y a rien de bizarre. Elle lui dit, ok, tu t'entends bien avec ton tonton? Elle comprend que l'enfant, il l'aime beaucoup, ce fameux tonton. Et elle lui dit, mais ok, c'est ton tonton, mais pourquoi est-ce qu'il est dans ta chambre? Enfin, pourquoi? C'est quoi la chambre? C'est ta chambre à toi? L'enfant lui fait comprendre que oui, c'est sa chambre. Et Eva lui pose une question supplémentaire. Elle lui dit, mais il fait quoi ce tonton? Et là, mes amis, ce que l'enfant va lui répondre, Eva, ça va la mettre dans un état pas possible. Parce que, en gros, l'enfant lui dit, mon tonton est venu cette nuit dans ma chambre, il m'a raconté une histoire, chose que je représente sur le dessin, et ensuite, il est sorti par la fenêtre de ma chambre. Lorsque Eva entend ça, elle se chie littéralement dessus. Vraiment, elle se dit, mais oula, est-ce que j'ai affaire à une imagination débordante d'un enfant, ou est-ce que j'ai affaire à tonton Johnny qui est venu dans la chambre de l'enfant lui lire une putain d'histoire au milieu de la nuit? Ça, je ne sais pas. Mais il va falloir trouver la réponse. Bon, Eva, elle essaye de garder la face, elle lui dit, ah, il est pas mal ton dessin, petit. Elle fait genre de rien, elle continue, elle finit l'activité, et ensuite, elle va poser l'enfant sur le canapé devant un petit film. Pendant ce temps, elle s'empresse de prendre son téléphone, elle appelle les parents, elle leur dit, j'ai une question existentielle. Est-ce que quelqu'un est censé venir raconter une histoire à votre fils pendant la nuit? Bien évidemment, les parents ne comprennent pas de quoi elle parle, et lui disent non. Deuxième question, elle leur demande, est-ce que il a un tonton? Les parents disent non, enfin, il a un oncle, mais il ne l'a jamais vu parce que, on n'a pas contact, etc. Et là, Eva, elle comprend très vite que, de par leur réponse, les choses sont un petit peu plus graves que ce qu'elle imaginait. Elle leur dit, écoutez, je vais vous dire la vérité parce que je viens de faire une activité dessin avec votre enfant. Il a dessiné quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. C'est sa propre chambre avec un homme au milieu qui lui raconte une histoire. Et ce que je lui avais demandé à la base, c'était de dessiner son rêve. Sauf que il m'a dit que ce n'était pas son rêve, c'est que son tonton est venu lui raconter une histoire la nuit passée. Donc, selon lui, c'était pas un rêve, ça s'est véritablement passé. Il dit aussi que cet homme serait sorti par la fenêtre, et là, lorsqu'elle dit ça aux parents, il lui demande « Est-ce que vous pouvez vite aller dans la chambre, voir s'il y a des traces ou quoi ?» Elle court immédiatement dans la chambre, la fenêtre est fermée, il n'y a pas de traces de pas, et là, elle a un réflexe, elle a un truc qui lui vient en tête, elle se dit « Ah, la fenêtre de la buanderie, il faut que j'aille voir si elle est encore là. » Si elle est encore ouverte. Elle court donc vers les escaliers, elle les descend, elle arrive dans la buanderie, et là, misère de misère, la fenêtre est grande ouverte. Quand elle voit ça, elle se décompose sur place, parce que cette fois-ci, elle est sûre et certaine qu'elle l'a verrouillée la veille, et là, elle est à nouveau ouverte. C'est en tout cas pas l'enfant qui l'a ouverte de lui-même, donc, probablement, que l'histoire que raconte l'enfant, elle est véridique, ou du moins une partie. Donc, qu'il y a bel et bien quelqu'un qui s'est introduit dans la maison pendant la nuit. Est-ce que c'est tonton Johnny? Est-ce que c'est un Crack Sparrow? On ne sait pas. Mais
C'est extrêmement inquiétant. Là, Eva, elle doit encore garder l'enfant pendant une nuit. Donc elle doit encore passer une nuit dans cette maison. Mais en sachant qu'il y a un Crack Sparrow qui vient dans la maison raconter une histoire pendant la nuit à l'enfant, j'ose imaginer que c'est pas le truc le plus rassurant au monde. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose aux parents, elle leur dit bah voilà, vous êtes en vacances, vous pouvez pas rentrer de sitôt. Je vous propose de prendre l'enfant chez moi, donc dans ma propre maison. Je nous mets en sécurité parce que voilà, je sais que c'est ma maison, je sais que la personne probablement elle sait pas où j'habite. Chez vous, je ferme toutes les issues, toutes les portes, etc. Je fais en sorte de sécuriser la baraque et vous venez chercher votre enfant à la maison et pendant ce temps, j'appelle la police. Les parents, ils la remercient beaucoup de faire ça pour eux. Ils disent pas de problème, tenez-nous au courant. Et nous, on va essayer de rentrer le plus tôt possible. Ma foi, on peut pas continuer d'être en vacances et de faire comme si de rien n'était. Elle le fait d'ailleurs directement, elle n'attend pas une minute de plus dans cette maison. Elle prend l'enfant, elle prépare ses affaires. Surtout, elle fait genre que il y a rien de grave, ils vont juste aller dans un autre endroit pour pas qu'ils s'inquiètent et qu'ils se mettent à pleurer, etc. Elle sort de la maison, elle le pose dans la voiture, elle fout les gaz jusqu'à chez elle et surtout, sur la route, elle regarde constamment le rétroviseur pour être sûre que personne ne la suive. Une fois arrivée à la maison, elle ferme tout à clé, les volets, les machins, tout ce qui peut être fermé, elle les ferme. Et là, plus rien ne se passe. Il n'y a plus personne qui vient dans la maison, ce qui est en soi logique. Et la même journée, la police, elle va fouiller la maison là où la personne s'est introduite. Et ça ne va pas manquer, on en était même presque sûr. Ils ont retrouvé des empreintes. C'était assez subtil, donc Eva ne les a pas forcément vues au sol. Mais il y a bel et bien des traces qui montrent qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit depuis le sous-sol jusqu'à la porte de la chambre du petit. Maintenant, il y a une question qui reste en suspens. Comment est-ce que cette personne a pu passer du sous-sol jusqu'à la porte du petit sans que Eva ne s'en rende compte? Eh bien, la théorie, elle est assez simple. En fait, le couloir, apparemment, il est... Bon, alors je vais essayer de vous faire un schéma, je sais pas si vous allez comprendre. Enfin, c'est assez simple à comprendre. Dites-vous que le canapé est dos au couloir. Donc, quand Eva regarde la télévision, elle ne voit pas ce qui se passe derrière. La porte du petit, elle est pas fermée complètement. Elle n'est pas verrouillée, donc ça veut dire que quelqu'un qui vient devant et qui la pousse très délicatement, il peut entrer sans faire le moindre bruit. Maintenant, est-ce que cette personne a réellement lu une histoire au petit? Alors déjà, on va reprendre les bases. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle lui veut? Pourquoi est-ce qu'elle est venue là? Comment est-ce qu'elle sait qu'il y a un enfant? Est-ce qu'elle a réellement lu l'histoire? Est-ce qu'elle est réellement partie ou elle s'est cachée? Ça, on ne sait pas. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'on ne le saura jamais. On n'a jamais eu la réponse. Qui est cet individu? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a lu une histoire? Est-ce qu'il est réellement parti ou est-ce qu'il a trouvé une planque dans la maison? Ça, on ne le trouvera jamais. Alors, le coup de la planque, non, parce qu'après la maison a été fouillée, on ne l'a jamais retrouvé. Mais imaginez le niveau d'angoisse des parents. Il y a une personne qui sait ce qui s'est passé, c'est l'enfant. Mais l'enfant, on n'a jamais réussi à lui faire dire ce qui s'était passé exactement. Qui est cette personne? À le décrire, parce qu'à chaque fois, il change de version. Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y avait bel et bien une personne, parce qu'il y a des empreintes qui ont été retrouvées, ça ne correspondait pas aux chaussures du père ou même de la mère, ni à celles d'Eva quand elle est descendue, etc. Donc, il y a bel et bien un intrus qui est entré. On sait qu'il est arrivé par la fenêtre de la buanderie. Maintenant, qui est-ce qu'il est, ce qu'il voulait, etc. On n'a jamais eu la réponse. Cette histoire, j'ai trouvé incroyable parce que moi, c'est pas le truc qui me fait le plus flipper, mais pas loin, parce que quand vous vivez une histoire comme ça, je sais franchement pas comment vous vous comportez par la suite. De savoir que votre enfant était dans la même pièce qu'un parfait Crack Sparrow que vous ne connaissez pas, ça doit être terrible. Enfin bref, l'enfant se porte bien, les parents également, Eva aussi, donc j'ai envie de dire tout va bien, mais voilà, ça reste une histoire de fou. Ce qui est sûr, c'est que le babysitting pour Eva, c'est terminé. Heureusement, son entreprise marche bien. J'imagine qu'elle peut continuer ça pendant de nombreuses années. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai trouvée très intéressante. Elle était un petit peu différente des autres que je vous raconte sur la chaîne. J'espère que je l'ai bien raconté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'était nul, dites-le moi aussi. Rejoignez-moi sur Instagram. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.